Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, il semble que ce soit un tic au Québec. Dès qu'une compagnie grossit et se porte de mieux en mieux, se pose tôt ou tard la question de sa pérennisation et de son maintien dans les mains qui l'ont vu naître et se développer. Rona est ainsi passé à des intérêts états-uniens il n'y a pas longtemps. Puis, c'est au tour de Saint-Hubert, fleuron québécois de la restauration s'il en est, racheté par le groupe ontarien Cara, C-A-R-A, alors que deux autres candidats au rachat, québécois pour leur part, s'était proposé en vain, manifestement. Mathieu Bocoté sans la menthe. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on a vendu donc Saint-Hubert, un fleuron québécois à des intérêts ontariens. Oui, bon alors comme je dis, nous sommes évidemment en économie de marché, donc les gens sont bien libres de faire ce qu'ils veulent avec leurs entreprises. Mais une fois que nous avons dit ça, il est légitime de se questionner sur, je dirais, sur la difficulté on en a souvent parlé d'ailleurs, la difficulté de transmettre les entreprises d'une génération à l'autre, de s'assurer que ces entreprises qui, sans appartenir à l'État bien évidemment, sans appartenir au un collectif clairement identifié, n'en constituent pas moins un pouvoir économique québécois. Et j'ai l'impression, c'est la formule est souvent utilisée par les hommes politiques, elle est juste par ailleurs, que nous glissons de plus en plus vers une économie de succursale. Nous devenons indifférents à la possession, à la maîtrise de nos entreprises, comme si finalement cela ne comptait pas, comme si la nation ne comptait d'aucune manière. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est la réaction, encore une fois, parce que c'est comme des frères jumeaux maléfiques, pour le dire avec une image forte, à la fois d'une certaine gauche socialiste et de nos libertariens, qui chacun de leur côté nous ont expliqué que c'était pas grave. Votre collègue au Journal de Montréal, Myriam Segal, a écrit, je cite, « Au-delà de la fixation politique sur les sièges sociaux montréalais, Québec devrait dresser une liste de fleurons dont la vente mènerait à la délocalisation massive d'emplois et la perte de brevets et de cerveaux et agir au lieu de réagir. » Elle, dans son raisonnement, dit que le siège social déménagera peut-être, c'est 2-3 boulots qui partiront ou quelques-uns, pas plus, mais l'essentiel des jobs restera au Québec. Manifestement, lorsqu'un siège social quitte un pays, en général, ce n'est pas sans effet. Ce n'est pas sans raison d'ailleurs pour ça qu'on installe des sièges sociaux quelque part. Oui. Mais je reviens sur cette question de cette double réaction. On a eu bien évidemment nos libertariens qui sont occupés à nous expliquer... Je vais revenir sur ce qu'elle a dit. Je vais y revenir, c'est que ça éclaire le propos, bien sûr. D'un côté, nous avons nos libertariens qui nous expliquent que fondamentalement, c'est une question purement privée, une pure question d'entreprise. Et l'argent n'a pas d'odeur. Et l'argent n'a pas d'odeur, et on décide tout simplement de vivre avec cette règle, donc il n'y a pas de dimension collective à l'économie. Et on a nos socialistes, étrangement, certains des anciens leaders carré rouge, qui nous disent, qui se moquent du nationalisme carré-cuisse, pour le dire selon leur formule, en disant, ça y est, on se préoccupe de certaines entreprises et pas que d'autres, mais faut accepter que si on n'est pas dans le socialisme, alors on doit accepter la liberté de circulation des entreprises. Ceux qui se distinguent entre les fleurons et ceux qui ne sont pas des fleurons, eh bien, ce sont des nationalistes sentimentaux qui ne comprennent pas la logique propre de l'économie de marché. Donc, on a deux côtés de la réalité, des gens qui ne tiennent pas compte des réalités, c'est-à-dire l'existence d'une entité historique avec des pouvoirs économiques et tout ça. Je reviens à Myriam Segal à partir de là. Sa réflexion n'est pas sans intérêt dans la mesure où elle nous dit où est le pouvoir économique réel. Est-ce qu'il y a quelquefois des sièges social qui est un artifice juridique et la vérité des choses est ailleurs? Je crois que dans les circonstances, nous allons véritablement assister à un déplacement de pouvoir. Encore une fois, faut-il le dire, c'est-à-dire que la société québécoise semble de moins en moins capable de croire en son pouvoir économique propre et à la nécessité d'avoir des infrastructures économiques qui témoignent d'un enracinement vrai. Tout le réseau qui est vaste, Saint-Hubert ne va pas être bougé ni changé. Je crois pas qu'il va changer de nom. Enfin, tous les gens qui travaillent sur Saint-Hubert vont continuer à travailler sur Saint-Hubert. C'est pas les Ontariens qui vont venir travailler. Bien sûr que non. Mais je note, cela dit, vous parlez d'une entreprise qui... et ça, c'est une chose qui nous marque chez Saint-Hubert. Pourquoi les gens se sentent un peu dépossédés? C'est voilà une entreprise qui fonctionnait sur le marketing de la convivialité. C'est-à-dire, voilà une entreprise qui se présentait comme une entreprise spécifiquement québécoise. Voilà une entreprise qui jouait sur la corde sensible des Québécois. Et de Saint-Hubert à Rona, et là on pourrait ajouter certainement d'autres entreprises, le Cirque du Soleil, on en a mentionné d'autres, eh bien, c'est comme si d'une certaine manière, une entreprise c'était l'exploit d'une génération, peut-être deux, et ensuite, on a assez d'argent pour se couler la vie douce, on s'en délivre, nous ne voulons pas accepter le fardeau de la transmission. Il y a deux choses, Mathieu, c'est que et ça veut dire qu'on n'a pas le sens de la projection dans le temps, ni le sens du passé, d'une part, et deuxièmement... Les deux viennent ensemble. Ça, oui, forcément. Et l'autre problème, l'autre tic qu'on a ici, c'est que dès qu'on atteint le plein potentiel permis par un petit marché comme le Québec, on se sent à l'étroit.
il faut déborder les frontières, et débordant les frontières, on devient autre. Oui, en fait, évidemment, on peut avoir une autre logique. C'est une logique, lorsqu'on déborde les frontières, on est conquérant un peu. On est conquérant, mais il faut être conquérant selon les schèmes, la langue, les schèmes mentaux de celui qui est conquis, en fait. Je comprends bien, mais dans les circonstances, moi, ce que je note, je traduis ça autrement, c'est lorsqu'une entreprise, vous l'avez évoqué, atteint une certaine taille, c'est comme si l'effort, je veux pas donner de leçons, mais l'effort de plus pour s'assurer de connecter cette entreprise au destin collectif, là, ça devient un peu trop. Et on a envie de se la couler douce. Alors, tout le monde a envie de se la couler douce sur Terre, évidemment, sans problème. Le fait est, cela dit, qu'au terme de tout cela, ces petites individualités qui refusent de s'agréger dans un certain sens du collectif, à terme, ça implique une perte de pouvoir pour la société québécoise. Et de cela, nous nous désolons, parce qu'évidemment, le pouvoir d'une collectivité, c'est pas seulement le pouvoir de l'État. C'est le pouvoir de ses milieux économiques, c'est le pouvoir de ses écoles, de la qualité de la culture qu'on y transmet, c'est toutes ces choses-là. Et si nous sommes incapables de conserver nos entreprises et si surtout si nous sommes indifférents à ça. C'est là le problème, parce que je comprends très bien un patron peut se vendre, ça fait partie du jeu normal de l'économie de marché. Mais ce qui me fascine, ce sont les réactions devant ça. C'est pour ça que je les évoquais tantôt. Des gens qui pratiquent le dédain de l'espace national avec une espèce d'énergie militante, et ce qui fait en sorte qu'ils sont incapables de se désoler du mauvais sort qui arrive au Québec. Vous mettiez à part les entreprises étatiques. J'ai l'impression qu'au Québec, le garant de la vertu, si j'ose dire, en tout cas au point de vue économique, ce serait l'État. Comme l'Église était le garant de la vertu morale il y a 60 ans et plus, on dirait qu'il y a vraiment un hiatus au Québec entre les instances dirigeantes, ce qu'on appelle l'État ou l'Église, ou les superstructures, et la population générale qui, elle, se dit... on a une loi 101 qui nous protège, on a un État qui nous protège, on a une Église qui nous dit le bien et le mal, faisons ce qu'on veut après. Le docteur nous dit de prendre telle pilule, je lui ai dit oui, et puis derrière son dos, je prends pas mes pilules. J'ai l'impression qu'on a souvent ce comportement au Québec. Je suis absolument d'accord. C'est une forme de logique de déresponsabilisation. Exact. On dit à l'autorité, occupez-vous de ça, puis nous, on fait ce qu'on veut dans nos vies. Exact. Alors, bon, je comprends, mais ce qui se perd... Et donc, on délègue. C'est pas le principe de subsidiarité, c'est l'inverse de la subsidiarité. Oui. Ce que tu peux faire, toi, à ta propre échelle, transmets-le au supérieur. Mais en fait, ce qui disparaît ici, c'est une figure classique de la pensée sociale, c'est la notion de société civile. C'est-à-dire l'espèce d'épaisseur entre l'individu et l'État, là où une société trouve à se densifier normalement, multiplier les rapports sociaux. Or, il se trouve, j'ai l'impression que la société québécoise est une société où il y a une société civile bien réelle, mais elle peine à prendre forme, à tout le moins sur le plan économique. Sur le plan intellectuel aussi, est-ce qu'il n'y a pas les mêmes tics, Mathieu? C'est-à-dire que dès qu'un intellectuel arrive à une certaine stature, il se trouve forcément coincé au Québec et il va vouloir devenir international au risque de devenir français, états-unien. Il y a une tendance, dès qu'on grandit, dès qu'on grossit, également au niveau intellectuel, de penser selon les schèmes de l'autre. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? C'est le drame des petites sociétés qu'on trouve, les petites nations, on les trouve très rapidement, trop étroites, presque étouffantes. Alors, le problème, c'est que je comprends très bien qu'on veuille aller voir ailleurs. Je comprends très bien qu'on soit attentif au fait de projeter son œuvre d'une manière ou de l'autre ailleurs. Le problème, c'est que cette volonté de se faire entendre ailleurs ne doit pas impliquer un dédain des origines. Or, souvent, c'est comme si, arrivé à un certain degré de progrès social, dans l'échelle sociale, des gens se disent, là, je suis rendu assez haut, je peux me délivrer des miens, je peux enfin me désaffilier de cette tribu qui a été ma première base, mais qui est trop lourde, trop encombrante, embêtante. Alors, il y a cette tentation, très souvent, au Québec, on le voit chez nos intellectuels, de s'exiler de leur propre culture. Mais vous noterez une chose encore pire, cher ami, c'est que cet exil se passe quelquefois chez nous. C'est-à-dire, on a dans nos universités un nombre incalculable de professeurs qui, dans nos universités, on n'est pas au Wisconsin, là, dans nos universités, des gens qui dédaignent les références québécoises, l'histoire québécoise, la culture québécoise, parce que ce serait et même l'emplacement québécois, pour parler comme Fernand Dumont, parce que ce serait un emplacement insignifiant sur le plan de l'histoire. Même le réalisateur Robert Lepage avait dit une fois, il y a quelques années, quand je vais à l'étranger, je me sens plus canadien que québécois. Oui. C'est révélateur. C'est la nouvelle mode, ça. Ça consiste à dire qu'à l'étranger, le Canada nous fournit l'identité de référence, et chez nous, dans notre soi tribal, on est québécois. Alors ça, c'est une tristesse sans nom, finalement. Comment sortir de ça?
Je peux vous Moi, j'ai surprendre ma dans réponse, mais on n'a pas la même, et vous et j'ai la moi. mienne, cher ami. Oh, monsieur, vous avez la mienne, simplement vous la trouvez suffisante. C'est juste, oui, je suis partiellement d'accord avec vous. C'est l'indépendance politique, évidemment, qui nous donnerait le cadre, qui nous permettrait de transcender. Comme aboutissement ou comme début d'un processus? Je pense, on verra bien ce qu'elle sera. Je crois qu'elle serait les deux. Vous répondez mal, là. Non, parce que je dirais qu'elle sera à la fois l'aboutissement d'une longue quête historique, qui est la quête d'affirmation nationale québécoise, et un début, c'est-à-dire comme disait René Lévesque, le début de l'histoire normale du Québec, c'est-à-dire une histoire où nous disposons de toutes nos institutions, de notre cadre politique plein et entier, et à partir de là, nous pouvons nous redéployer, nous refonder. Donc, elle sera à la fois aboutissement et début d'autre chose, mais on pourrait dire, ne vous inquiétez pas, amis fédéralistes au pluriel, si vous nous écoutez, elle n'est pas à la veille d'arriver, vu l'état de désorganisation morale et politique des souverainistes. Moi, je prendrais aussi pour un approfondissement des racines. Avant le traité de Paris, il y a une grandeur de la Nouvelle-France, il y a les racines amérindiennes par la géographie, ne serait-ce, la nature, tout ça. Enfin, il y a des grands personnages d'avant la bien perte, sûr. évidemment. Je ne suis pas de ceux qui... Non, mais vous faites une tête. Non, mais c'est que la Nouvelle-France, je trouve ça très intéressant, c'est très bien. Mais quand on me joue la Nouvelle-France contre le Québec contemporain, Pas contre. Non, mais quand on m'explique qu'il est plus important de retrouver les racines de Pas la Nouvelle-France... plus important, mais elles ont leur place. Bien évidemment. Mathieu, revenons. Pardon. Mais c'est ce que vous dites qu'il faut avoir un sens de la mémoire longue, de nos vieilles racines, d'une forme des sources spirituelles profondes de notre identité. Évidemment, ça compte, ça joue un grand rôle. Revenons au mot économie. En grec, oikos, c'est ce qu'on a, c'est les ressources. Nomos, c'est l'usage, la location, aussi la loi. Et l'économie, c'est pas que l'argent et les jobs. Quand on parle de la loi, il y a une dimension politique, si ce n'est transcendantale en plus. Est-ce que, dans votre texte sur le passage de Saint-Hubert à des intérêts ontariens, il y a une réflexion à mener sur la nature de l'économie, de l'économique en relation avec le politique? Oui, et peut-être même le spirituel. En fait, je connecterai l'économique à la question plus large du bien commun. C'est-à-dire, évidemment, l'économie a son autonomie dans la modernité, elle répond à ses propres lois, nous le savons et nous l'acceptons. Le problème, c'est lorsque les différentes facettes de l'existence d'une société, le moral, le spirituel, le politique, le culturel, le religieux, se désarticulent complètement. Ce morcelle, oui. Alors, nous ne rêvons pas de la cité pleine de la Grèce antique. C'est pas à ça que nous rêvons, de la belle totalité, pour le dire comme Hegel. C'est pas ça la question. Mais nous pouvons quand même souhaiter reconnecter un peu plus les différentes facettes de notre vie collective pour cesser d'être complètement désarticulés. Et pour un peuple minoritaire, cette question-là de réarticuler est encore plus importante parce que la carence apparaît plus vite que dans une société majoritaire. Bien sûr, nous n'avons pas ici l'assurance de la puissance. Lorsque ça va mal, on le sait très rapidement, on le sait très vite, et on en prend conscience. Et de ce point de vue, le peuple québécois est aujourd'hui un peuple, et ça me fascine, qui fait des efforts immenses pour ne pas tenir compte de ce qui lui arrive. Il s'évade dans un monde parallèle, le monde festif, le monde de la jouissance, le monde du festival, le monde de la légèreté, le monde de la gastronomie, de tout, sauf pour, autrement dit, une forme de psychologie de la fuite qui domine dans le Québec contemporain, et il y a d'excellentes raisons de s'inquiéter terriblement de ça. Mathieu, j'espère que vous avez tort, mais bon, encore une fois, je suis en partie d'accord avec vous. Vous continuerez à manger des quarts de poulet avec des frites et Je n'en avais pas l'habitude tous les jours, mais ça m'arrive chaque année à quelques reprises, ça arrivera encore. Sinon, vous ferez vous-même votre propre poulet. J'ai une bonne recette. Vous prenez un poulet dans vous mettez des noix de beurre dessus, sel, poivre au four et toutes les 20 minutes, vous le retournez. C'est délicieux. Je préfère le manger chez vous. Alors écoutez, c'est une invitation, Mathieu Bocoté. Alors merci beaucoup. Au grand plaisir. À la prochaine. Très certainement.